Hola! Salut tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'un dispositif dont on entend parler quasi tous les ans et qui continue de nous décevoir régulièrement. Il s'agit des élections. Il y a un constat partagé par de plus en plus de personnes qui est que le processus électoral est cassé. Plus le temps passe, plus il semble incapable de gérer les problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Crise économique, explosion des inégalités, urgence sanitaire, réchauffement climatique, la liste est sans fin. Il y en a même qui en viennent à dire que les changements à apporter ne devraient pas être des réformes isolées de ce processus, mais une refonte complète du système qui se cache derrière. Il y a un vrai désir d'autonomie et de solidarité qui traverse la société, une volonté de reprendre la main sur le politique de manière à impulser un changement radical qui aille à la racine des problèmes. Alors vous allez me dire, ok, patchwork, ou le mec qui s'occupe de patchwork. Comment on est censé t'appeler déjà ? Alors vous allez me dire, ok, t'as découvert que les élections n'étaient pas un système parfait, sacré scoop. Mais rappelle-toi de Churchill, il a bien dit que notre système était le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres, non ? Entre une famine en Inde et une petite déclaration raciste bien sentie, évidemment. Le problème, c'est que cette réponse repose sur l'idée selon laquelle la stabilité devrait primer sur tout le reste, alors même que des alternatives très prometteuses existent. En gros, on nous dit « allons droit dans le mur grâce au système actuel, parce que lui au moins on le connaît bien ». Pas très encourageant. D'autres encore disent qu'on devrait jouer sur les deux tableaux, participer au système électoral pour changer les choses de l'intérieur, et en même temps, développer des alternatives au sein du mouvement social, à travers l'auto-organisation populaire. Seulement, est-ce que c'est possible ? Il y a une question très concrète qui devrait occuper toutes celles et ceux qui veulent que les choses avancent, c'est quel usage peut-on vraiment faire des élections ? Sont-elles un outil comme un autre capable de changer les choses ou pas ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, en revenant aux racines de notre système politique, la démocratie libérale. C'est parti. Pour mieux comprendre la démocratie libérale, il nous faut revenir au début du 19e siècle. À la suite des révolutions qui marquent plusieurs pays dont la France à la fin du siècle précédent, on assiste à un triomphe des principes libéraux. Le libéralisme est alors une doctrine assez floue, qui rassemble essentiellement autour de la lutte contre la monarchie absolue. En France, ce triomphe du libéralisme permit à certains de ses représentants d'accéder à des postes de pouvoir, à partir de la Restauration en 1814. Cette période fut l'occasion pour les libéraux de se confronter à l'exercice du pouvoir, et d'expérimenter ce qu'on appelle aujourd'hui la monarchie libérale, une forme de gouvernement ayant pour but d'adapter le pouvoir de l'État aux grands principes de 1789, tout en préservant les intérêts de la bourgeoisie. Ainsi, face à la montée en puissance du peuple dans le champ politique, les libéraux mirent en place des dispositifs ayant pour but de limiter son pouvoir, comme par exemple le suffrage censitaire, qui ne donne le droit de vote qu'aux plus riches. Ces réformes furent un véritable tournant pour les libéraux, étant donné qu'à mesure qu'ils s'installèrent durablement dans le paysage politique, on les vit adopter des positions de plus en plus conservatrices, légitimées au nom de l'exercice de la raison, de la défense de la sphère privée et de la lutte contre la tyrannie de la majorité. En bref, on assiste à la naissance du libéralisme conservateur. Si le suffrage universel masculin finit par l'emporter au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, sous l'impulsion des républicains, c'est plus par résignation que par conviction que les milieux libéraux et conservateurs l'adoptèrent. Dès 1874, le vote fut ainsi conditionné au fait d'être un homme de plus de 25 ans, domicilié depuis plus de 3 ans dans sa commune, ce qui exclut de fait les femmes, les vagabonds, de nombreux ouvriers et les populations colonisées. Cette réforme fut une manière pour les libéraux de stabiliser la société française, afin de canaliser l'agitation populaire et de prévenir les révolutions, comme celle qui frappa la monarchie de Juillet en 1848. C'est dans ce contexte que naît la démocratie libérale, à la croisée du républicanisme et du libéralisme. Dans la continuité de la tradition républicaine, elle se pose comme garante de la souveraineté du peuple, à travers la citoyenneté, et elle reprend au libéralisme les principes d'autonomie privée des individus et du marché. En France, la démocratie libérale fut portée à partir de la deuxième moitié du 19e siècle par les radicaux, des républicains dont l'objectif était de promouvoir le droit de vote et les libertés publiques, mais qui restaient flous dans leur position sociale. Au XXe siècle, ce fut au tour des sociodémocrates, une branche du socialisme qui visait alors à dépasser le capitalisme à travers les réformes. Les sociodémocrates apportèrent à la démocratie libérale des idées comme l'intégration de la classe ouvrière à certains processus de décision et la nécessité d'une intervention de l'État dans l'économie, et en retour, ils renoncèrent à leur objectif de dépassement du capitalisme. Tout au long de son histoire,
la démocratie libérale a également eu l'occasion de s'inspirer du nationalisme, une autre idéologie à laquelle elle emprunta ses logiques colonisatrices et guerrières, ainsi qu'une conception strictement nationale de la solidarité, qui exclut les éléments considérés comme étrangers à la société moderne. La démocratie libérale s'est ainsi caractérisée au cours du temps par sa capacité à intégrer des idées venant d'horizons idéologiques très différents, de manière à produire de l'adhésion, tout en prévenant tout changement trop radical grâce à un certain nombre de verrous institutionnels. Le premier de ces verrous est le financement et la logistique nécessaires pour se lancer dans une campagne électorale. Non seulement mobiliser ses ressources n'est pas une tâche évidente, et passe souvent par l'intermédiaire d'un parti, mais on observe également pour les élections présidentielles en France que les dépenses engagées par un candidat ont un impact direct sur sa qualification au second tour. Si d'un côté le remboursement partiel des dépenses de campagne garantit à un certain nombre de petits partis d'exister au niveau national, l'alignement de ce remboursement sur les résultats électoraux les empêche de se développer, là où à l'inverse, les candidats les mieux dotés peuvent se permettre de grosses dépenses. L'étape suivante à franchir est la couverture médiatique. Si on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait un parti des médias, ceux-ci n'en ont pas moins la capacité à faire et défaire un candidat, à lui donner ou à lui retirer sa légitimité, comme ça a été le cas d'Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle de 2017. Si l'adhésion au candidat Macron n'a pas été unanime au sein de la presse, ses responsables de communication ont néanmoins su faire de lui un objet de discussion, là où d'autres n'ont pas bénéficié d'une telle couverture médiatique. Il y aura également à s'interroger sur la diversité des opinions au sein des médias, ainsi que sur leur concentration dans le patrimoine de quelques grosses fortunes. Ensuite, un autre obstacle sur la route d'un changement radical se trouve dans le développement au sein de la démocratie libérale de professionnels de la politique. Cette division du travail politique entre ceux qui se contentent de voter et ceux qui décident est fondée sur le sentiment d'incompétence de la grande majorité des citoyens, et participe à l'alimenter. Malgré les prétentions égalitaires du dispositif d'indemnisation des élus, les élections ont acté la formation d'une élite politique dans laquelle les catégories dominantes de la société sont surreprésentées. Ces deux faits mis côte à côte permettent d'expliquer que l'accession au statut d'élu pousse à la compromission, même parmi les plus radicaux. En gros, ça se fait pas trop de brusquer les collègues. Et ces mêmes radicaux seront amenés malgré eux à embrasser des logiques de carrière, au détriment de ce pourquoi ils ont été élus. Un verrou plus flagrant encore tient à l'organisation même du pouvoir, comme l'illustre le cas du Sénat. L'objectif de cette assemblée a toujours été d'assurer un poids politique aux conservateurs au sein des institutions. Et pour mieux le comprendre, je vous renvoie vers la vidéo du vidéaste Issoni consacrée à ce sujet. Enfin, un dernier frein plus implicite que le précédent tient aux pressions extérieures pouvant s'exercer sur un gouvernement qui voudrait changer radicalement les choses. On pense par exemple à la terreur du marché, ce dernier pouvant fluctuer négativement pour sanctionner l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement hostile aux intérêts des actionnaires. Mais cela peut aller encore plus loin, avec le risque d'un coup d'état fasciste. C'est ce qui s'est passé au Chili en 1973, un événement auquel le vidéaste Oui D'accord a d'ailleurs consacré une très bonne série de vidéos. Bref, on se rend compte à travers cette présentation que la démocratie libérale, loin de s'être constituée comme un moyen de changer les choses, a toujours été un compromis ayant pour but d'empêcher tout changement politique trop ambitieux. Mais c'est quelque chose d'assez connu dans la gauche radicale, cette fraction de la gauche n'ayant pas renoncé à changer en profondeur le système politique. Cette connaissance a poussé certains de ses membres à adopter une stratégie qui se veut pragmatique vis-à-vis des élections, que nous allons examiner. Ces dernières années, plusieurs personnalités ont pas mal gagné en popularité sur la scène politique. Côté français, on pense au député de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, et côté américain, il y a le sénateur indépendant Bernie Sanders, qui a eu l'occasion de concourir pour l'investiture démocrate 2016 et 2020. Derrière ces figures se dessine la possibilité d'un nouveau parti des travailleurs, qui ne soit pas compromis comme le Parti socialiste côté français et le Parti démocrate outre-Atlantique. Malgré les réticences que peut avoir la gauche radicale vis-à-vis des élections, la stratégie portée par une part de ses militants est la suivante: travailler à la construction d'un mouvement social combatif, et en même temps, faire parvenir un de ses champions au pouvoir. Mais sur quoi se base cette stratégie ? Un premier argument souvent avancé à ce propos est le fait que Sanders et Mélenchon seraient à l'origine d'un renouveau du mouvement social. Seulement, Occupy Wall Street et le mouvement contre la loi travail, pour ne citer qu'eux, n'ont pas attendu Sanders et Mélenchon pour exister. Ces hommes politiques ont davantage accompagné le regain de vigueur du mouvement social qu'ils ne l'ont inspiré. Et s'il fallait trouver des causes à ce phénomène, elles seraient à chercher du côté de la détérioration récente des conditions socio-économiques, politiques et écologiques,
auxquelles sont confrontées les populations. En France, ça se traduirait par exemple par les trahisons répétées du Parti Socialiste. Néanmoins, si on admet que Sanders et Mélenchon ne sont pas la cause de ces mobilisations sociales, il serait toujours possible d'arguer qu'ils en sont les champions. Qui seraient investis d'une mission consistant à porter la voix des plus défavorisés dans le champ médiatique. Là où la politique professionnelle s'est éloignée des problèmes concrets auxquels sont confrontées les classes populaires, l'objectif de ces champions serait de ramener le discours sur ces problèmes. Ce serait une manière de redonner du sens aux politiques et d'élargir le mouvement social grâce à la tribune offerte par les élections. C'est un point de vue que le vidéaste Tranxène a défendu dans une vidéo consacrée au député de la France Insoumise François Ruffin et au rôle des émotions en politique. En ce qui concerne la question des élections, François Ruffin lui-même avait défendu dans un article publié en 2017 que le rôle de ces champions de la cause est de faire passer les revendications portées par le mouvement social au niveau de l'État, sans quoi il se condamnerait à ne pas avancer. Une première critique de cette stratégie repose sur l'ensemble des verrous que nous avons exposés au cours de la première partie. Comment être sûr que les champions du mouvement social gagneront les élections, et une fois portés au pouvoir, est-ce qu'ils iront au bout de leur mission ? Pour prouver que c'est possible, on nous donne souvent l'exemple du Front Populaire en 1936 ou du Conseil National de la Résistance en 1945. Mais les exemples inverses ne manquent pas non plus. Il y a François Mitterrand en 1981 et François Hollande en 2012. Et à celles et ceux qui considèrent que ces échecs ne tiennent qu'au manque de conviction de l'un et de l'autre, on peut aussi prendre l'exemple plus récent de Syriza en Grèce, qui sous la pression de l'Union Européenne a fini par reculer, alors même qu'il s'agit d'un parti de gauche radicale. Un autre problème qui se pose est celui des ressources nécessaires pour amener un candidat au pouvoir. C'est du temps, de l'énergie et de l'argent prélevés directement au mouvement social, et qui auraient pu être utilisés à bien d'autres fins, mais qui auront finalement été captés dans le seul objectif de faire parvenir un homme au pouvoir. Une question qui découle directement de ce constat est de savoir si le mouvement social disposera des ressources nécessaires pour s'assurer que son champion ira au bout de ses promesses, après en avoir dépensé autant pour qu'il accède au pouvoir. Et il ne faut pas non plus nier les rapports de force à l'œuvre au sein du mouvement. En plus des risques de compromission, s'ajoutent les divisions qu'aura entraîné le choix du champion. S'il devait y avoir le moindre conflit concernant la stratégie adoptée par ce dernier, ces contradictions éclateront au grand jour, entre ceux qui lui sont les plus loyaux et les autres. Et il y a un vrai risque que le gouvernement, même de gauche, se retourne contre le mouvement social. C'était le cas du PCF qui, bien installé au pouvoir à partir de 1945, a tout fait pour combattre les grèves au cours de la période qui a suivi. Une autre difficulté qui se pose tient aux obstacles que peut rencontrer le champion une fois arrivé au pouvoir, et le mouvement social sera contraint de rester mobilisé pour le soutenir. On pense par exemple au coup d'état militaire qui a frappé la gauche bolivienne en novembre 2019, et qui n'a pu être contrecarré que grâce à la mobilisation massive des travailleurs, pendant près d'1 an. Seulement, ce constat va à l'encontre de la logique même de la campagne. On élit un candidat pour qu'il s'occupe de nos problèmes. Et si certains politiciens comme François Ruffin cherchent à placer les difficultés des classes populaires au centre de leur discours, ce n'est jamais que pour expliquer comment si eux, ils avaient le pouvoir, ils feraient en sorte de les résoudre, plutôt que de leur donner les moyens de s'émanciper, ici et maintenant. Qu'on le veuille ou non, cette stratégie du champion alimente l'idée selon laquelle nos problèmes tiendraient davantage d'une erreur de casting dans le personnel politique qu'à des problèmes au cœur du dispositif de l'élection. Finalement, la critique la plus fondamentale de cette stratégie concerne ce que les élections font concrètement aux populations. Il ne s'agit pas d'un outil comme un autre, et il est impératif de considérer la manière qu'elles ont de nous toucher personnellement. Lorsqu'on milite pour l'élection d'un candidat, il n'est pas question de réfléchir à comment résoudre concrètement les problèmes des personnes que l'on cherche à convaincre, mais d'expliquer comment les solutions apportées par notre candidat résoudront ces problèmes. Tout se joue sur la transaction finale du vote, et par là on organise les populations au vote plutôt que comme acteurs du changement. On pourrait s'imaginer qu'il s'agit là d'une critique de principe, qui repose sur un rejet dogmatique de l'élection alimenté par un désir de pureté. Mais en fait, on parle ici de quelque chose de très concret, et il nous faut, pour mieux le comprendre, revenir aux objectifs politiques que nous poursuivons. Lorsque nous nous engageons dans une activité, nous nous transformons, nous, autant que nous transformons le monde autour de nous. Un travailleur qui fait grève agit autant sur lui-même que sur son entreprise. Il prend alors conscience des forces qui sont les siennes, et se rend compte qu'il est capable de prendre son destin en main, dès lors qu'il rentre dans l'action collective. Il s'agit de la question classique des fins et des moyens. Si nous souhaitons atteindre une société bâtie sur l'autonomie et la solidarité, il nous faut adopter des méthodes produisant les individus à même d'évoluer dans une telle société.
Les premières personnes qui y prendront part vivront d'abord en démocratie libérale, à moins qu'on ait un petit fascisme des familles d'ici là, ce que je ne souhaite pas. Et il y a donc dès à présent besoin d'un engagement de masse dans des activités transformatrices, ce à quoi les élections s'opposent radicalement. Cette critique de l'élection s'accompagne également d'une critique de la capacité de l'État à être à l'origine d'une transformation sociale radicale. On peut définir l'État comme une institution hiérarchique et centralisée, qui utilise la violence organisée et professionnelle pour reproduire la domination de classe. Il s'agit d'une forme spécifique d'activité humaine qui participe donc à la production de types particuliers de relations sociales, à commencer par la division du travail politique entre les gouvernants et les gouvernés. Si l'État est un outil impropre à produire un changement social radical, c'est parce qu'il est incapable de rompre avec cette division, perpétuant ainsi la domination. Malgré toutes les bonnes volontés du monde, ce n'est pas l'État qui nous émancipera. Mais du coup, qu'est-ce qu'on devrait tirer de tout ça ? Voter, ne pas voter, aller faire des bras d'honneur à Mélenchon pendant ses meetings ? Pas vraiment. La question qui se pose est de savoir ce que l'abstentionnisme signifie, et nous allons essayer d'éclairer ce point. Pour parler de la part de la population qui n'a pas voté lors d'une élection alors qu'elle aurait pu, on parle souvent des chiffres de l'abstention. Avant d'aller plus loin concernant ce que l'abstention signifie vraiment, penchons-nous d'abord sur les discours qui l'entourent. Dans la sphère publique, l'abstention est souvent dénoncée comme étant un signe de la dépolitisation ambiante. L'absence de vote, traduisant mécaniquement selon les commentateurs, un désintérêt du politique. Celles et ceux qui ne votent pas sont alors accusés de paresse, voire pire, de manquer à leurs devoirs citoyens. On prétend alors que celles et ceux qui sont morts pour le droit de vote se retourneraient dans leur tombe si elles avaient su. Ce qui est cool avec cet argument, c'est qu'il marche dans n'importe quelle situation, quand bien même on aurait à choisir entre une chèvre et une poule. A l'inverse, on accuse parfois l'abstentionnisme militant d'être une conséquence de l'extrémisme politique. On le désigne alors à gauche comme une attitude petit bourgeois, portée par des individus qui n'auraient rien à perdre si les élections amenaient l'extrême droite au pouvoir. À cette posture est souvent opposée celle d'un votant radical et pragmatique, qui vise à rendre le monde un peu moins mauvais, sans forcément adhérer à l'ensemble du programme du candidat. Ingrat, parasite, irresponsable, on en vient même à penser que l'abstentionniste ne serait pas un problème, mais le problème, à l'origine des dysfonctionnements que traversent nos démocraties, à commencer par la montée des populismes. On entend ainsi dire que si tout le monde votait, tout irait mieux. Ah bah ouais, bien sûr. Puis si toutes les personnes qui regardent cette vidéo s'abonnaient à cette chaîne, la vulgarisation sur YouTube serait sauvée. Le problème avec ces discours, c'est qu'ils sont très superficiels. Déjà, plutôt que de blâmer dans le vide, on pourrait s'interroger sur les raisons qui peuvent amener quelqu'un à ne pas voter. Loin d'être une formalité, le vote est souvent plus compliqué pour les populations précaires, en raison de l'instabilité géographique qu'elles subissent, des difficultés à s'enregistrer sur les listes électorales et du sentiment d'illégitimité qui les écrase. Pourtant, on voit rarement ceux qui traitent les abstentionnistes de flemmards se mobiliser pour rendre le droit de vote plus accessible. Ils sont bien plus souvent occupés à décrédibiliser les mouvements sociaux sur les plateaux télé, curieusement. Puis on pourrait se demander si la responsabilité ne repose pas plutôt sur le personnel politique, qui échoue à proposer des programmes convaincants et qui donnent envie de voter. Se pose aussi la question de l'élitisme de ceux qui accusent l'abstentionnisme d'être petits bourgeois. Cette critique suppose que l'abstentionnisme engagé serait le fait de catégories sociales qui n'ont rien à perdre dans l'élection de candidats conservateurs, comme si les prolétaires étaient incapables de rentrer dans une action radicale qui met en jeu leur bien-être matériel, alors que c'est tout simplement faux. Il faut bien sûr faire attention à ne pas justifier tout ce que ferait le peuple simplement parce qu'il le fait, mais on peut quand même noter à quel point ces discours critiques de l'abstentionnisme échouent souvent à le prendre au sérieux, qu'ils soient engagés ou pas. Un autre problème avec ces discours est qu'ils limitent souvent la politique à la question des élections, et n'interrogent jamais le fait que celles et ceux qui ne votent pas puissent contribuer davantage au changement social que si elles s'étaient contentées de voter. Ce cliché de l'abstentionniste ingrat et flemmard cache la réalité d'une décomposition des lieux de politisation populaire. Syndicats révolutionnaires, organisations politiques, municipalisme ouvrier, un recul que l'appel au vote utile ne permettra pas de restaurer. Au contraire, ce dernier enterre toute possibilité de débat au sein du mouvement social, et reconduit les élections comme passage incontournable du politique. On pourrait d'ailleurs se demander si cette volonté d'unir plutôt que de cliver n'amène pas plus sûrement le Front National au pouvoir que l'abstentionnisme. Effectivement, si d'un côté on accuse souvent l'abstentionnisme d'être à l'origine de la montée de l'extrême droite, il n'existe dans les faits aucun lien direct entre l'un et l'autre. En revanche,
À vouloir rassembler un maximum de mécontents, on en vient parfois à dire que le FN pose de bonnes questions, mais apporte de mauvaises réponses, ce qui valide de fait le cadre du débat tel qu'il est posé par le FN. Et c'est d'autant plus vrai lorsque l'on ne se contente pas de reprendre le cadre, mais aussi les idées, quand il s'agit de chanter les louanges des frontières et du service militaire par exemple. C'est au nom de l'unité qu'on est ainsi appelé à valider ce glissement de l'échiquier politique vers la droite, et tout discours qui s'en écarterait est immédiatement qualifié d'irréaliste. Quand je dis que je suis abstentionniste, et oui j'y viens enfin, il ne s'agit pas de dire que je vote ou que je ne vote pas. Si l'une des issues d'une élection s'avère particulièrement dangereuse ou qu'il est possible d'en tirer une avancée concrète dès à présent, il peut être stratégiquement pertinent de voter. L'exemple de Trump aux États-Unis nous a montré comment l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite fait beaucoup de mal au mouvement social et doit ainsi être évité lorsque cela est possible. Seulement, les échecs électoraux ne devraient pas être mis sur le compte de celles et ceux qui n'ont pas voté, mais sur celui des conditions politiques et sociales ayant produit ces échecs. À commencer dans le cas de Trump par l'incapacité du Parti démocrate à empêcher son élection après 8 ans au pouvoir. En bref, quand je dis que je suis abstentionniste, c'est parce que je pense qu'il faut dépasser cette question du vote et penser la politique en dehors des élections. On pourrait rétorquer que l'un et l'autre ne s'excluent pas, et qu'il serait possible de participer au processus électoral tout en pensant la politique en dehors des élections. Mieux encore, certains proposent de passer par le processus électoral pour ne plus jamais y avoir recours, grâce à un changement profond des institutions, que permettrait la mise en place d'une 6ème République. Seulement, c'est prendre le problème à l'envers. Nous devons d'abord construire une culture basée sur l'auto-organisation populaire pour que cela devienne une évidence dans le champ politique. Cela nous ramène au problème des moyens et des fins évoqués plus tôt. Plutôt que d'organiser les populations au vote, nous devons nous confronter au terrain, de manière à reconstruire un véritable contre-pouvoir populaire. Il s'agit d'une démarche qui nie formellement les règles du processus électoral, car elle n'a pas pour but l'arrivée au pouvoir d'un champion de la cause. Et si d'aventure ça devait arriver, ces réformes ne seront que le reflet du rapport de force qu'aura engagé le mouvement social sur le long terme. Si j'insiste sur ces précautions, c'est parce qu'on néglige beaucoup trop l'état de passivité et le sentiment d'illégitimité dans lesquels le processus électoral nous plonge. Cet abstentionnisme engagé, qui ne se contente pas de dire qu'il ne vote pas, c'est pas un choix facile, car il suppose d'accepter de perdre un certain nombre d'élections avant que les contre-pouvoirs qu'on aura bâtis produisent des changements d'envergure. Mais d'un autre côté, ça préserve de toutes les déceptions qui accompagnent les cycles électoraux. Pour le moment, l'élection de 2022 a l'air assez mal barrée, avec d'un côté Mélenchon qui a décidé de faire cavalier seul, et de l'autre tout le monde qui se tourne les pouces. Mais le pire, c'est qu'on n'a absolument aucun contrôle là-dessus. Si cette perspective de faire en dehors du cadre électoral peut faire peur, c'est avant tout parce qu'on en est venu à sous-estimer notre propre force, et à ne penser le changement qu'à travers les élections. On s'imagine souvent que refuser le cadre électoral nous éloignera du peuple, mais à partir du moment où on réinvestit les lieux de lutte sans sectarisme, je pense que c'est le contraire. Il ne nous faut pas des champions, mais de la solidarité au travail, de l'éducation populaire, de l'entraide dans nos communautés. Il nous faut plus d'opportunités de créer de l'action directe, ici et maintenant. Je sais que beaucoup de camarades qui verront cette vidéo ne seront pas convaincus par mes arguments, et je ne leur en veux pas, vraiment. Mais ce que j'espère, c'est qu'elles comprendront que derrière l'abstentionnisme engagé se cache une vraie réflexion, qui mérite d'être prise au sérieux. Si je suis abstentionniste, je ne peux pas non plus ignorer le fait que la prochaine élection présidentielle arrive à grands pas, et j'espère sincèrement qu'on sera capable de faire face collectivement. Alors, avant qu'on s'y lance tête baissée, prenez un moment pour y réfléchir. A plus.